Jamais, peut-être, les règles régissant la campagne électorale présidentielle dans l'audiovisuel n'avaient été si contestées. Et il est vrai que notamment la règle imposant l'égalité absolue des temps de parole entre les candidats a conduit à des moments de télévision surréalistes. Il vous reste 25 secondes, Frédéric News, de temps de parole dans cette émission ce soir. Je vais vous poser une question et vous avez 25 secondes pour répondre. La chasse était quelque chose de très controversé. Pourquoi aimez-vous la chasse ? C'est une culture, c'est une façon de vivre et c'est une question d'insertion dans son environnement, tout simplement. C'est une vraie façon de vivre, ça dépasse le sport, le hobby ou la passion. Et vous comprenez un peu ceux qui, au nom de l'amour des animaux, s'y opposent ? Oui, tout le monde a le droit à ses idées, de toute façon. C'est la façon dont on les exprime après qui importe. Ils sont trop agressifs. Peut-être, oui. Il y a des chasseurs aussi qui le sont. Il y en a qui le sont aussi, oui. Alors, il vous reste 5 secondes. Vous voulez dire quoi en 5 secondes? Au revoir. Merci. Rappelez-vous À bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Frédéric News. Voilà, des questions donc du plus haut intérêt. Faut-il donc maintenir ce principe? Faut-il également maintenir l'interdiction absolue qui est faite aux médias audiovisuels de livrer des estimations des résultats électoraux avant l'heure de 20h? Question de cette émission avec tout d'abord deux protestataires. Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes journaliste à RTL et vous êtes à l'origine d'un courrier de la plupart des grandes rédactions de l'audiovisuel adressé au CSA et protestant contre les entraves qui sont mises à votre travail par la réglementation sur l'égalité absolue des temps de parole. Guy Birenbaum, vous êtes éditeur et blogueur, et sur votre blog, vous aviez annoncé que vous donneriez des résultats électoraux avant 20h si vous en aviez, et puis finalement vous y avez renoncé dans des conditions que vous expliquerez. Et face à ces deux protestataires, le rôle de défendre, enfin d'expliquer en tout cas, et peut-être de défendre, nous le verrons, la réglementation actuelle, vous incombera. Monique Dagneau, vous avez été membre du CSA de 91 à 99, CSA où vous aviez été nommé par Laurent Fabius, à l'époque président de l'Assemblée nationale. Mais nous allons commencer avec vous, Perrine Dutreil, par le contraste assez saisissant sur des chaînes d'information continue entre les meetings des deux finalistes à la présidentielle. Ouais, lundi soir, Nicolas Sarkozy tenait son premier meeting de l'entre-deux tours à Dijon. Meeting retransmis en direct sur LCI avec ces images toujours très grandioses. On en avait parlé dans l'émission, des caméras aériennes qui survolent la foule des militants. Plein de différentes valeurs de plans qui viennent dynamiser une réalisation de professionnels. Des images que l'on retrouvait en direct également sur iTélé. Ce sont les mêmes images puisqu'il s'agit, comme d'habitude à chaque meeting UMP, d'une réalisation fournie aux chaînes par l'UMP elle-même qui demande à un réalisateur professionnel d'assurer la couverture de l'événement. Alors le même soir, la candidate socialiste Ségolène Royal était elle aussi en meeting à Valence. Meeting lui aussi retransmis en direct sur LCI, mais là c'est un tout autre spectacle. Une image floue, un éclairage douteux, des ombres en premier plan qui viennent cacher l'oratrice et un plan fixe qui ne va pas varier pendant une demi-heure. Même type d'image sur iTélé, un éclairage un peu meilleur, mais une image qui tremble pendant toute la durée du discours. Mais c'est à la fin que ça se corse. Ségolène Royal descend de son estrade et là c'est la catastrophe. Elle disparaît littéralement derrière les affiches que les militants agitent au premier plan. Donc nos téléspectateurs et nous-mêmes, on a été plusieurs à se demander, y aurait-il eu un complot anti-royal de la part de ces deux chaînes? Alors non, c'est plus simple que ça. En général, en cas de meeting, le PS fournit lui aussi, comme l'UMP, ses propres images aux chaînes de télévision, images tournées donc par un réalisateur professionnel. Et ce jour-là, à Valence, il s'agissait, m'a-t-on expliqué au PS, d'un petit meeting. Donc le PS n'a pas fait appel à un réalisateur, il n'a donc pas organisé son propre tournage et en fait les chaînes n'en étaient pas prévenues, ce qui fait que les journalistes arrivés sur place ont été obligés de filmer eux-mêmes le meeting. Ils se sont retrouvés dans une petite salle bondée avec une chaleur étouffante sur une petite estrade sur laquelle les militants montaient sans faire attention, ils marchaient sur les câbles et tout ça, ce qui explique l'image qui tremble et l'image de mauvaise qualité. Voilà pour ce point. Sébastien Boller, avec vous en direct de notre cerveau, une réponse à cette grave question, mais pourquoi s'étripe-t-on dans les soirées électorales? Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, au soir du premier tour d'élection présidentielle, les débats ont souvent tourné à l'affrontement. Mais je vous dis que beaucoup de Français ont peur du projet qui est proposé par M. Sarkozy à partir des mots qu'il a prononcés et des actes
qui ont été les siens, c'est tout. C'est tout. Vos propos sont sectaires. C'est une image détestable. C'est une image détestable, l'image du nettoyage d'une population. Pour un changement concerté, pour un changement comment pourrait-vous tenir de tels propos? Il faut dire la vérité aux Français, monsieur Besancenot. Est-ce que vous laissez les gens caser une? Oui, mais alors allez-y, Olivier Besancenot. Arrêtez de mentir, vous n'avez pas de respect. Vous n'avez pas de respect pour les madame, Français. vous n'avez que le mot respect à la bouche, et depuis tout à l'heure, vous lancez des invectives. Moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous savez ce que ça veut dire, rafle pour des Français, pour de nombreux Français? Écoutez-moi. Le climat n'est pas franchement l'apaisement. Bon, c'est la guerre des tranchées. Vraiment. Alors, quand on voit ça, on se dit que ces gens prennent parti autour de déclarations radicalement différentes de leurs leaders. Alors regardons les déclarations qui auront eu lieu ce soir-là, à commencer par celle de Nicolas Sarkozy. Je veux dire à Madame Royal que je la respecte, que je respecte ses convictions. Je veux dire à tous les Français qui ont peur, je veux dire à tous ces Français que je veux les protéger. J'ai dit que ma priorité était de donner à chacun le moyen d'accomplir ses rêves, de réaliser ses ambitions, de réussir sa vie. Je veux parler aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées. Voilà, donc on a un discours qui se décompose en quelques idées forces. Qu'est-ce qu'on a? Respect, protection, réussir sa vie, solidarité aussi avec les plus âgés, avec les handicapés. Regardons ce que disait le même soir Ségolène Royal. Je lance un appel à toutes celles et ceux qui veulent que la France fasse triompher la République du respect. Je vous invite à inventer une France neuve, à la fois protectrice et dynamique, et qui permet à chacun de construire et de réussir sa vie. Il s'agit d'épauler les plus fragiles, et notamment nos anciens et les personnes en situation de handicap. Alors moi je lis respect, protection, réussir sa vie, soutien aux plus âgés, aux personnes handicapées. Alors c'est quand même amusant, et parce qu'à côté de ça, on a ce qu'on a vu sur les plateaux, c'est-à-dire des factions, un antagonisme total. Alors bien entendu, tous ces soutiens des deux candidats ont eu le temps, à ce stade de la campagne, de bien définir ce qui les sépare sur le fond. Mais on pourrait se dire que devant ces discours au diapason, ils auraient peut-être pu trouver un moyen de s'entendre, de s'accorder au moins un quart d'heure. Eh bien l'expérience prouve que non. Parce que l'expérience a été réalisée il y a maintenant 20 ans au Parlement des Pays-Bas par un scientifique dénommé Wigman, qui a fait une expérience très amusante. Il a écrit un discours de politique générale et il l'a photocopié en 2 exemplaires. Il a donné le premier exemplaire au chef de la droite parlementaire et le même exemplaire, enfin l'autre, au chef de la gauche parlementaire au Parlement. Et il a vu que quand le dirigeant de gauche lisait ce texte, tous les députés de gauche applaudissaient et les députés de droite désapprouvaient. Et quand c'était le dirigeant de droite qui lisait exactement le même texte, c'était complètement l'inverse. Tous les députés de droite applaudissaient et les députés de gauche désapprouvaient. Donc on s'est rendu compte en fait que les politiques prennent position non pas forcément autour d'un contenu, mais autour d'un leader. Quelle surprise. Et nous, le pire, c'est que nous, c'est exactement pareil. Il y a une expérience qui a été faite 10 ans plus tard, enfin en 1990 à l'université de Santa Barbara en Californie. On s'est rendu compte que nous, les téléspectateurs ou auditeurs, quand on reçoit un message politique à la radio ou à la télé, s'il est prononcé par quelqu'un qui est du même bord que nous, alors le cerveau commence à écouter, analyser, mémoriser les arguments, exercer un esprit critique. Il suffit qu'on dise que c'est le leader du bord opposé qui dit le même texte pour que le cerveau relâche ses efforts de compréhension, décroche de l'écoute. Pourquoi? Eh bien parce que chacun se définit principalement par son appartenance à un groupe et que ouvrir ses oreilles à ce que dit le groupe opposé, c'est finalement sentir ce sentiment d'existence se craqueler, se fragiliser. David Abiker, un arrêt sur une étrange image d'un nouveau type nommé Éric Besson. C'était mardi soir, dans le Soir 3 de Louis Laforge. Louis Laforge reçoit Éric Besson. Alors pour le rappeler à ceux qui ne le savent pas, Éric Besson est ce député socialiste qui est passé dans le camp de Nicolas Sarkozy. Et quand on reçoit une personnalité dans un journal, il faut trouver un angle à l'interview. Et pour interviewer le transfuge, au début du journal en tout cas, Louis Laforge hésitait un peu à choisir son angle. Ses anciens amis socialistes parlent de trahison et de désertion. Lui se découvre une soudaine passion pour Nicolas Sarkozy. Éric Besson, ancien secrétaire national à l'économie du PS, est notre invité. Alors cet angle pour l'interview, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera l'angle militaire avec la désertion? Est-ce que ce sera l'angle politique avec la trahison? Ou peut-être l'angle affectif avec la passion? Pour le savoir, il fallait suivre l'interview.
Il se prétend efficace mais à collectionner les échecs. Il promet la sécurité pour tous mais prépare l'insécurité de chacun. Il, c'est Nicolas Sarkozy. L'auteur de ces propos sévères, c'est vous, Éric Besson. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez écrit ce brûlot anti-Sarko et aujourd'hui ? Alors le passé qu'on exhume, les mots qui blessent, les paroles que peut-être on regrette, finalement on va petit à petit vers un angle affectif, peut-être même sentimental. Et aujourd'hui, quelle qualité lui trouvez-vous que vous ne voyiez pas à l'époque ? Quelle qualité lui trouvez-vous ? On est dans le domaine des affinités électorales ou des affinités électives ? On ne sait pas trop jusqu'au moment où Louis Laforge lance ces images sans ambiguïté. Vous êtes monté sur scène, vous avez parlé devant des milliers de militants UMP. Ça fait quel effet quand on est un homme de gauche ? C'est vrai. Quel effet ça fait quand on est un homme de gauche ? Quel effet ça fait quand on est un homme de gauche, quand on serre dans ses bras un homme de droite ? Jusque-là, j'avais encore un doute sur l'angle, le registre de l'interview, mais la question suivante a pulvérisé mes dernières interrogations. C'est une sorte d'outing, que vous aviez des penchants, des attirances vers la droite et que vous refouliez peut-être. Voilà, alors outing, penchant, éventuellement refoulé. Alors, il est bien clair à ce stade de l'interview qu'Éric Besson n'a pas retourné sa veste, il a simplement viré sa cutie. Le voilà donc cet angle qui donne ensuite au moindre propos une connotation si particulière. C'est vrai que je connaissais bien Nicolas Sarkozy et nous nous sommes mutuellement frottés l'un à l'autre, parfois durement. Vous avez repris un certain nombre de mes formules. Lui-même ne m'a pas ménagé. Mais là, ce sont des frottements beaucoup plus sympathiques. Du frottement au frotti-frotta, évidemment, il n'y a qu'un pas et il est franchi dans cette interview qui mêle les orientations politiques et les orientations sexuelles. Alors évidemment, c'est tentant parce qu'Éric a largué Ségolène pour s'installer avec Nicolas, mais cette métaphore, elle est quand même dangereuse dans la mesure où elle compare une alliance politique contre nature, on a parlé de désertion et de trahison, une alliance politique contre nature, elle la compare à l'attirance homosexuelle qui, elle, a priori, n'est plus considérée aujourd'hui comme contre nature et c'est tant mieux. Alors j'en déduis pas que Louis Laforge est vieux jeu, voire réac, voire homophobe. Je ne déduis pas ça du tout. Je déduis simplement que le clivage droite-gauche, il a encore la peau dure, en dépit de l'actualité de la semaine. Voilà. Un peu de sérieux, Yulia, avec vous. Et un petit crochet par la télévision russe avant de revenir à la campagne. La télévision russe, qui, à l'occasion des hommages rendus à Boris Yeltsin, a envoyé plusieurs signaux codés qui, évidemment, ne vous ont pas échappé. Un large hommage au premier président russe, Boris Yeltsin, décédé lundi dernier. Les présentateurs des chaînes de télévision étaient habillés en noir et rappelaient son parcours en diffusant des images fortes, comme ici par exemple quand le président monte sur un tank pour s'opposer aux putschistes militaires en août 91, ou ces images aussi qui signent la fin de l'existence de l'URSS déjà en décembre 91. Alors les obsèques, eux, étaient diffusées en direct et pour la première fois, il s'agit des obsèques religieuses. Alors les cérémonies de l'adieu a eu lieu au Saint-Sauveur, à la cathédrale que Boris Yeltsin a restaurée lui-même. Et puis après, on a pu voir les militaires suivis des popes dans les allées de cimetière Novodevitchi. Alors, puis on a pu voir évidemment la famille et les moments très forts quand la femme de Boris Yeltsin avec ses deux filles faisait leur dernier adieu devant le cercueil du président. Mais moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est ce message codé qui a été bizarrement diffusé sur la chaîne publique russe RT, qui est une chaîne pro-Poutine, et c'est le journaliste politique très réputé de la chaîne en personne, Nicolas Svanidze, qui faisait cet hommage très particulier au président défunt. Boris Nikolaevitch avait une relation privilégiée avec la presse, même si les journalistes n'étaient pas toujours bien disposés à son égard. Nous, les journalistes, nous avons souvent critiqué Yeltsin, parfois d'une façon dure, rude même. Or, je ne me souviens pas qu'Yeltsin ait répliqué une seule fois de la même manière, ni qu'il ait utilisé les ressources administratives dont il disposait. Je sais qu'il se sentait offensé par les critiques, il les considérait même parfois comme un affront.
Je sais qu'il en souffrait, qu'il en était malade, mais il ne répliquait jamais. Il n'a jamais levé sa lourde main pour répondre aux médias. Et nous, les journalistes, nous nous en souviendrons toujours. Alors, extraordinaire discours à plusieurs degrés de compréhension. Les ressources administratives dont il disposait. Est-ce que vous pouvez traduire pour les Français? Voilà, en fait, ça a l'air de rien, mais en Russie d'aujourd'hui, c'est comme à la belle époque de Pravda. Il faut savoir décoder entre les lignes. Et quand le journaliste parle justement de ces fameuses ressources administratives, il s'agit tout simplement de la censure. Et puis, ce que le journaliste ne fait pas, mais ce qui est dans la tête de tous les Russes, c'est évidemment la comparaison qui s'impose entre les rapports de journalistes avec Boris Yeltsin, le président défunt, et puis le président actuel, Vladimir Poutine. Enfin, le journaliste n'y va pas jusque-là. Je vous rappelle quand même... Qu'est-ce qui se passerait s'il allait jusque-là? Je pense qu'il ne ferait plus partie de cette chaîne, tout simplement. Et s'il disait censure au lieu de ressources administratives, il serait viré. Il serait viré, mais en même temps, c'est tellement plus sympathique de décoder, n'est-ce pas, les messages envoyés par un pigeon. Je vous rappelle quand même qu'au passage, la situation en Russie pour les journalistes est extrêmement difficile. Vous vous souvenez, on en a parlé sur ce plateau. En octobre dernier, il y avait une journaliste russe, Anna Politkovskaya, qui était assassinée en bas de chez elle, en plein jour. C'était une journaliste d'investigation qui n'hésitait pas à critiquer le Kremlin. L'enquête n'a toujours pas abouti et on ne sait toujours pas qui sont ces tueurs. Merci beaucoup, Julia. On va maintenant revenir à notre chère télévision à nous, et plus particulièrement donc aux règles qui régissent la campagne présidentielle dans les médias audiovisuels, qui n'ont peut-être jamais été si contestés que lors de cette campagne qui est actuellement en cours, en commençant par le dernier épisode, dont je vous rappelle les tenants et les aboutissants. Ségolène Royal et François Bayrou sont d'accord pour débattre ensemble, mais à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est-à-dire vendredi à la mi-journée, ils n'ont toujours pas, Perrine, trouvé de chaîne de télévision. Oui, c'était le feuilleton de cette fin de semaine. Alors, ça a commencé jeudi, vers 14h. Le PS annonce que ce débat Royal-Bayrou aurait lieu le samedi et serait retransmis sur iTélé, Canal+, et France Inter. Mais en fin de journée, vers 19h, ça semble être très compromis de l'aveu même des chaînes concernées. Le journal tout de suite, Maya Loquet, et ce débat Bayrou, Royal, de plus en plus menacé. En tout cas, il n'aura pas lieu sur Canal+, iTélé et France Inter en raison des règles d'égalité édictées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est pas facile à monter. On en est les témoins. Donc il était question que ce soit avec la presse régionale demain, que ce soit ici à Canal samedi, mais les règles du CSA sont ce qu'elles sont et il faut faire une émission à 3, les temps de parole équitables. Alors qu'il est, c'est pas possible. On verra la suite des événements. Alors, à l'heure où ces deux présentateurs nous donnent cette information brute, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors très vite, Ségolène Royal d'un côté et surtout François Bayrou de l'autre évoquent des pressions du clan Sarkozy, des coups de fil qui auraient été passés à Canal+, à iTélé, mais aussi au président du CSA pour faire pression et empêcher donc le débat de se tenir. Information démentie vendredi matin par le directeur général de Canal+, Rodolphe Belmer, qui a donc récusé toute pression et le CSA de son côté a précisé ne pas être intervenu auprès de la chaîne. Bon, alors ça c'est pour les déclarations officielles, mais vous, qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est vraiment passé? Alors ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que Canal+, comme toutes les chaînes, doit respecter ce qu'impose le CSA, c'est-à-dire la stricte égalité de temps de parole entre les deux candidats. Alors donc si le débat s'était tenu, ça aurait donné du temps à Ségolène Royal, qu'il fallait donc rattraper du côté de Sarkozy. En toute logique donc, Canal+ a lancé une invitation à l'UMP pour compenser ce temps de parole. Or l'invitation est restée sans suite du côté de l'UMP. La chaîne s'est donc considérée comme coincée et obligée donc de renoncer à ce débat. Alors, vous avez été membre du CSA de 91 à 99. Alors, je m'adresse donc à l'experte. Est-ce que Canal+ a eu raison de se considérer comme coincé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont proposé le même temps de parole à Nicolas Sarkozy et Sarkozy apparemment a refusé, est-ce qu'ils étaient obligés de renoncer au débat Royal-Bayrou? Je crois que c'est sans doute ce qui s'est passé. Enfin, je n'ai absolument aucune information. Vous en avez peut-être plus que moi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait ce projet de débat, ma première réaction comme ancien membre du CSA, et pourtant c'est quand même assez loin maintenant dans ma vie, je me suis dit comment vont-ils faire pour compenser ? Et c'est vrai que du coup, ça oblige à proposer. En plus, ça doit être fait dans des conditions de programmation identiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des programmations alors, justement, identiques? Ça veut dire quoi? Des conditions de programmation identiques, ça veut dire quoi?
A priori, déjà, c'est l'horaire, hein, c'est un horaire favorable. Et puis, alors, bon, ça peut être d'autres éléments. Je ne vois pas très bien ce qu'ils ont d'ailleurs pu proposer à Nicolas Sarkozy, sauf s'ils l'ont proposé d'ailleurs, mais... apparemment, Daniel, ils ont proposé, je pense qu'ils ont dû proposer une interview en plateau. Enfin, bon, et alors, donc, à partir du moment où le candidat refuse, la chaîne est tenue à quoi, en fait? À partir du moment où on propose un temps de parole à un candidat qu'il refuse? Elle est tenue à s'organiser, s'arranger, aboutir à ce que finalement, au bout du compte, les comptes soient bien ceux-là, temps égal pour chacun des candidats. Guy Birenbaum. Mais ça tend quand même à poser la question de la différence entre le quantitatif et le qualitatif. Parce que, par exemple, il y a des candidats avant le premier tour qui ont eu le même temps de parole, donc l'obligation de résultat a été parfaitement suivie, mais en revanche, le traitement qui a été fait n'est pas du tout le même. Moi, je me souviens d'un sujet avec M. Chivardi qui marche dans la rue et son fils lui téléphone pour lui dire bon anniversaire, et ensuite le journaliste marche à côté de lui et dit aux gens vous le reconnaissez, vous le connaissez, vous savez, comme la pub pour Benetton de l'époque, et on se retrouve avec quelqu'un qui est ridiculisé dans un sujet, il a eu le même temps de parole, il est vachement content, il est ridicule. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Alors d'abord, c'est vous qui dites qu'il était ridiculisé, donc c'est l'appréciation du spectateur. En fait, dans les recommandations du CSA, on dit que les candidats doivent être présentés avec mesure et d'une façon qui ne les desserve pas. Alors ensuite, c'est évidemment sujet à interprétation, et vous avez votre interprétation en tant que spectateur. Simplement, pour avoir fait l'expérience, alors plutôt comme sociologue, c'est vrai que quand vous mettez divers spectateurs devant la même image, c'est très rare que tout le monde adhère spontanément à la même interprétation. Et surtout, et la même réception, la même interprétation. Et c'est la raison pour laquelle vous n'entrez pas, enfin, le CSA n'entre pas dans la réception, le qualitatif, comme disait... Mais c'est bien là le problème. Guy Birenbaum, c'est un des problèmes. Marie-Bénédicte Allaire, alors donc vous êtes à l'origine d'un mouvement de protestation des journalistes de la plupart des rédactions audiovisuelles contre cette obligation de stricte égalité. Et pourquoi ça vous a rendu la vie impossible, à vous journalistes? Avec 12 candidats, c'est un petit peu ce qu'expliquait Guy Birenbaum tout à l'heure. Avec 12 candidats, il est évident que c'est très difficile de les suivre tous de la même manière, d'autant que ceux qu'on appelle les petits candidats, peut-être à tort, mais ils n'ont pas le même emploi du temps, les mêmes activités que les gros, qui ont les moyens de faire des meetings tous les jours ou d'avoir des activités tous les jours où il y a un contenu politique fort. Les autres candidats, c'est pas forcément le cas. Et du coup, on se retrouve, pour cette égalité, on se retrouve à faire du remplissage. Par exemple, ça vous a amené à faire quoi? Par exemple, ça nous a amené... Alors nous, on avait introduit sur RTL un journal de campagne le matin où on faisait des interviews de ces candidats. Et il m'est arrivé, moi, d'appeler Chivardi ou Besancenot, que je ne pouvais pas attraper ailleurs que dans leur voiture alors qu'ils allaient à un meeting, parce que voilà, c'était... Et donc, je me souviens avoir fait un son de Chivardi sur son portable au téléphone dans sa voiture, qu'on n'aurait pas diffusé autrement parce que la qualité sonore n'était pas bonne, mais on était obligés parce que sinon on était coincés. Donc c'est quand même une entrave au travail des journalistes, cette réglementation. Comment dire, ça ne m'étonne absolument pas que ce soit des journalistes qui protestent. D'ailleurs, régulièrement, au moment des campagnes, compte tenu de ces règles, et notamment quand on passe à la règle d'égalité, les journalistes protestent parce que vous avez raison, ça rend le travail très difficile. La logique du journaliste, c'est celle qui consiste à apporter de l'information inédite, des angles à traiter ce qui se passe, s'il y a un meeting ou pas un meeting, etc. Et c'est pas d'accorder du temps égal à tout le monde. La logique du média, ce sera aussi de faire ce qui plaît aux spectateurs, c'est-à-dire qu'il y ait le plus d'audience, donc a priori, Ségolène Royal, elle captera plus l'attention du spectateur que Frédéric News, on peut l'imaginer. Donc c'est deux logiques, il y a la logique des journalistes, la logique du média, la logique de l'audience et de la compétition. Et quand on est dans ces périodes-là, s'introduit une troisième logique, qui est la logique de la vie démocratique. Et cette logique-là, elle impose aux médias, qui sont aux télévisions et aux radios, qui sont le principal lieu où les principaux lieux où les gens s'informent sur les candidats, sur leurs programmes, sur leur personnalité, des règles qui sont des règles d'organisation de la vie démocratique, qui n'a donc rien à voir avec la logique journalistique ou la logique médiatique. Et c'est cela qui, effectivement, rend l'exercice difficile. Non mais pour être clair, ce que vous êtes en train de dire aux médias, c'est pendant la période de la campagne, soyez au service de la politique
Et non pas de l'information. De la vie démocratique. De la vie démocratique. C'est pareil. D'accord, ok. Non, mais parce que politique, ça fait plus joli. Et non pas de l'information, avant d'être au service de l'information. Non, mais pour être très clair. Tout à fait. Et l'autre chose, c'est que du côté du spectateur, qui est aussi un électeur, apparemment, alors que ça peut être ennuyeux de suivre effectivement certaines prestations de candidats peu connus et qui redisent toujours la même chose, il n'y a pas, à ma connaissance, de fortes protestations. C'est-à-dire que les spectateurs électeurs acceptent ces règles de la vie politique. Voilà. D'autres chaînes comme Canal+, Perrine, elles, ont pris un malin plaisir à mettre cette contrainte en spectacle. Oui, sur le petit journal, en fait, c'est une petite chronique qu'il y a dans le grand journal de Canal+, une chronique quotidienne, donc, où là, on a choisi carrément de tourner en dérision ces règles du CSA. Un harmonica. Oh punaise, il sort l'harmonica. Mais on y pense, il nous manque du temps de parole du NPF. Allez hop, compteur. Merci, et c'est parti. Nous avons exactement 3 minutes 16 pour être irréprochable aux yeux du CSA et on va tout de suite rattraper les petits retards. Pour le temps de parole de Nicolas Sarkozy, il nous manque 1 seconde. 0%. Voilà qui est fait. Et enfin, dernière mise au point, on a un poil trop parlé de Jean-Marie Le Pen. On va devoir en enlever. Front National, ok. J-6 avant le premier tour, temps de parole CSA oblige. Nous ne pouvons plus diffuser les déclarations de... Pourtant, il s'en est passé ce week-end avec lui, mais chut, on ne peut pas. On ne peut pas parler non plus de... Et pourtant, info quand même historique. Et on proposait que le parti signe une alliance avec... Mais chut, de tout ça, interdit d'en parler. Votre réaction sur quand même effectivement cette absurdité qui est dénoncée là sur le mode de la dérision par Canal? D'abord, je pense que si vous étiez candidat à la présidence de la République, vous demanderiez une égalité de traitement. Si vous étiez un électeur de Frédéric Nuss, vous demanderiez aussi une égalité de traitement. Donc c'est plutôt ce genre de logique qui est prise en compte. Et c'est vrai que ça même peut, s'il y a pour 10 des fois journalistes... ou 20 fois moins d'électeurs de Frédéric Nuss que d'électeurs des favoris. Oui, mais il y a toute une période où les candidats sont traités sur le mode de l'équité, où là on tient compte effectivement de leur notoriété, de leur place dans les sondages, de leur présence à l'Assemblée nationale. Mais il y a une période qui est relativement courte, qui dure 3 semaines, qui est donc la période... 5 semaines au total, là. Oui, parce que cette fois, c'est la première présidentielle où les règles sont aussi strictes quand même. Et c'est ça aussi qui nous a fait réagir. Qu'est-ce qui a changé cette année par rapport aux présidentielles précédentes? La fois précédente, il me semble que c'était sur 2 semaines uniquement. Et là, c'est sur 5 semaines. Et c'est très long, d'autant que c'est la période où on parle le plus de l'événement, puisqu'il est près d'arriver. Et finalement, l'effet paradoxal, c'est que parfois, ça conduit à moins en parler. On a vu des journaux télévisés où ces sujets politiques étaient relégués en fin de journal. Ça conduit à moins parler de la présidentielle alors qu'on en approche et que c'est le moment où les électeurs ont envie qu'on leur en parle parce qu'il faut respecter ces règles. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Alors, s'il fallait changer quelque chose, vous voudriez qu'on change quoi? On pourrait peut-être, je ne sais pas, temporiser, prendre en compte non seulement les pourcentages que les différents mouvements représentés ont fait à la précédente présidentielle, mais aussi leur représentation à l'Assemblée. Alors ça avantage les gros partis, mais on pourrait prendre aussi les élections européennes, les élections locales, municipales, cantonales, etc. Enfin, on pourrait peut-être trouver un système alors qui serait plus compliqué, mais qui respecterait une certaine représentativité. C'est vrai que les médias, en gros, si on les laissait faire, Chivardi et News, personne n'en aurait entendu parler au journal de 20h ni nulle part. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'à ce moment-là, si on dit il faut quand même une période de stricte égalité, il faudrait qu'elle soit moins longue, pas 5 semaines. C'est infernal. Voilà. Bon, David Abicard. C'est vrai qu'il y a la question de l'égalité entre les petits candidats, mais au-delà de ça, quand on prend l'hypothétique ou l'éventuel débat entre François Bayrou et Ségolène Royal, là, on n'est plus dans une comptabilisation de notaire, on n'est même plus dans une entrave médiatique, on est dans une entrave historique et politique.
Parce que, après tout, vu la place des débats politiques dans l'histoire de la Ve République, vu le séisme politique que serait la matérialisation au travers d'un débat politique de la rencontre de ces deux représentants politiques, là pour le coup c'est une réglementation démocratique, politiquement correcte, au nom de la médiacratie qui empêche quelque chose qui symbolise un événement historique. Et moi je trouve absolument dramatique qu'au nom de ce politiquement correct, on empêche aux citoyens de voir se matérialiser sous leurs yeux quelque chose qui est peut-être un des changements fondamentaux dans l'histoire de la vie politique sous la Ve République. Oui, non, mais cela dit, je vois pas. D'abord, cet événement, il vient d'arriver, c'est assez inédit en fait. Non, attendez. Laissez-moi terminer mon propos. C'est inédit, oui, c'est inédit, on y est, et on ne change pas les règles quand elles ont été posées au départ. Je veux dire, si on se mettait à changer les règles, à ce moment-là, ça veut dire que ce serait vraiment totalement antidémocratique. Donc voilà, c'était pas prévu. Peut-être que le CSA réfléchira à l'avenir sur ce genre de configuration. Au nom de cette prudence, on peut imaginer que rétrospectivement, il y a des images historiques qu'on n'ait jamais eues. Bien sûr. Parce qu'on respectait des règles. Et si vous voulez, moi je vous fiche mon billet que si on leur interdit leur débat télé, il faut qu'ils aillent au Stade de France et ils le rempliront. Et on verra. Moi je lance un appel à ces deux candidats. Vous louez le Stade de France, vous vous mettez sur écran géant et vous verrez, vous ferez stade comble. Et vous vous passerez de la télévision et de cette sphère totalement irréelle et abstraite qu'est la télévision et vous ferez entrer la politique dans le réel. Et cet événement qui est historique, vous l'incarnerez. Et il est tellement historique qui gêne le candidat d'en face. Et c'est pour ça qu'il s'évertue à faire en sorte qu'il n'ait pas lieu. Et qu'il n'ait pas lieu. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui n'est pas médiatique, mais qui est politiquement concret, je crois. C'est ma conviction. Alors, on va passer au deuxième point qui a fait problème pendant cette campagne, qui est le fait de savoir s'il faut, le soir de l'élection, avant 20h, livrer des estimations électorales au public. Oui, en tout cas, la loi l'interdit. Or, on sait très bien qu'il est très facile de se procurer ces premières estimations dès 18h, puisque les sondeurs font ce qu'on appelle des sondages sortis des urnes. Ils vont demander devant les bureaux de vote pour quel candidat les citoyens viennent de voter. Alors, dans le microcosme journalistique, tout le monde a très vite ses premières estimations. Et on se doute bien donc que les journalistes que vous voyez dès 18h50 dimanche dernier sur votre petit écran étaient bien au courant de ce qui se passait. Alors, pour eux, le défi était donc de tenir la distance jusqu'à 20h. À 20h, vous verrez apparaître les visages des deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. D'ici là, vous connaissez la règle, pas de chiffres, pas d'indications, rien. À l'heure qu'il est, nous avons d'ores et déjà la quasi-certitude des deux visages que nous allons afficher à 20h précises. 20h et pas une seconde de moins pour respecter la loi et la démocratie. Pour l'instant, même si nous avons quelques indications, nous ne pouvons rien vous dire. C'est frustrant, mais c'est la loi. Ces deux noms, nous les avons déjà avec une quasi-certitude. Rien dans nos visages, je l'espère, ne laissera montrer quels sont ces deux noms. Vous le saurez à 20h précises. Il faut répondre à une question que vous posez sans doute. Oui, les candidats connaissent, à l'heure qu'il est, les estimations des différents instituts, mais bien entendu, silence total. Voilà, score que nous avons d'ores et déjà, grâce à nos équipes, grâce à Brice Teinturier, à François Bachy, qui le commentera seulement à 20h, bien évidemment. Pas d'indication non plus, ni dans nos visages, ni dans ce que nous allons entendre dans les QG de campagne. Vous savez que nous sommes tenus à ne rien dire, absolument rien, avant 20h, bien entendu, sur les estimations, mais il est évident en tout cas qu'il s'est passé quelque chose du côté du Front National. Dans un sens ou dans l'autre, il nous est bien sûr impossible de vous le dire. Et alors pour les envoyés spéciaux qui étaient dans les QG des différents partis, au fur et à mesure que l'heure avançait, que les choses se précisaient, il devenait de plus en plus difficile de tirer à la ligne sans rien laisser paraître, surtout dans le QG du Front National justement. On ne peut pas dire qu'il y ait une folle ambiance, hein, je vous le dis franchement, les gens sont assis, ils s'observent, assez peu bavards. Jean-Marie Le Pen est sur la route, mais pour l'instant on l'attend, il n'est toujours pas arrivé et visiblement la voiture continue dans le cortège. On la voit. Elle va à son rythme. Pas spécialement d'embouteillage, elle va à son rythme, mais bientôt vous aurez des choses à nous dire, Arnaud. La salle se remplit peu à peu, mais il y a toujours plus de journalistes, de caméramans, d'agents de sécurité que de militants et d'élus. C'est assez incroyable, on est très loin de l'euphorie et de la cohue du 21 avril 2002, sans doute un premier signe.
Voilà, on parlait tout à l'heure de la télévision russe et on disait que les téléspectateurs russes étaient obligés de la décrypter, de lire entre les lignes. Là, effectivement, on était dans une situation comparable, exactement comparable, d'autant plus qu'au même instant, on allait sur Internet, sur les sites des journaux étrangers, par exemple, on avait des estimations, ou Perrine, si on regardait la télé belge, à la même heure. La RTBF avait elle aussi sa soirée électorale, qui commençait comme les autres chaînes à 19h, qui commençait comme les autres chaînes par décrypter le chiffre extraordinaire de la participation, mais la RTBF donnait, elle, les premières estimations dès 19h. On me signale, Monsieur Capdevielle, que je dois vous interrompre parce que nous disposons dès à présent des premiers résultats. Je le rappelle, ce sont des extrapolations sur base de résultats partiels. Et pour mieux visualiser cela, on retrouve à Bruxelles Véronique Barbier. Véronique, c'est à vous. Oui, effectivement, Nathalie. Ils étaient 12, ils ne sont plus que 2. 2 noms se dégagent déjà dans ce premier tour. Même si certains bureaux de vote sont encore ouverts, je vous le rappelle, jusque 20h. Selon les toutes dernières estimations, l'un des gagnants du jour obtiendrait environ 29,15% des suffrages. L'autre gagnant du jour obtiendrait, lui, 26,2% des suffrages. Vous voyez ces chiffres apparaître sur votre écran. Et voilà les visages de ces 2 gagnants. Voilà, donc ça c'était à la même heure où les Français jouaient aux devinettes. Est-ce qu'il faut changer, abolir cette règle pour les prochaines élections ? Alors, autant je trouve légitime que vous posiez des questions sur la durée de ce temps d'égalité, effectivement, qui a peut-être été trop long cette fois, mais autant je trouve vraiment qu'il serait mauvais pour la démocratie de diffuser des premiers résultats avant que les gens aient fini de voter. Franchement, parce que surtout dans une élection où, précisément qui peut être assez serrée, il y a des gens qui peuvent jouer la stratégie de qu'est-ce qu'on fait, on ajuste, aujourd'hui tout le monde fait de la stratégie. Donc je trouverais tout à fait préjudiciable pour la vie démocratique de donner des résultats à l'ensemble de la population comme ça avant. Je trouverais ça fausserait le scrutin, me semble-t-il, et d'ailleurs sûrement il y aurait des recours pour dire que ça fausserait le scrutin. Donc alors, voilà, je ne suis pas favorable du tout. Guy Birenbaum, vous êtes blogueur. Il a été faussé. Alors, je rappelle la raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes blogueur. Plusieurs jours avant les résultats, vous avez dit « Moi, si j'ai des estimations fiables, eh ben oui, je les donnerai sur mon blog à 18h. » Vous n'avez pas eu le droit de le faire parce que votre blog est affilié à un journal qui s'appelle 20 minutes qui vous a interdit de le faire. Comme à tous les blogueurs, oui. Vous étiez prêt à le faire, c'est-à-dire vous étiez prêt à fausser le scrutin. Oui, bien sûr. Je viens d'entendre. Donc le scrutin a été le scrutin. Le faussin a été scruté. Le faussin a été scruté. C'est un beau lapsus. Le scrutin a été faussé, Madame Dagneau. Il suffisait de lire Libération pour s'en apercevoir il y a 48 heures. Des gens qui votaient sur des machines électroniques ont reçu par téléphone à 20h le résultat et eux-mêmes n'avaient pas voté puisqu'ils ont pu voter à 21h15 en raison de l'embouteillage. D'accord. Est-ce que c'est une raison pour le fausser davantage? Attendez. Et pour contribuer au fait qu'il soit faussé? Je suis stupéfait d'abord par les images que vous venez de remontrer parce que ces images, c'est bisque-bisque-rage. C'est quand même, pardonnez-moi si je suis un peu brutal et grossier, on se fout du monde. On se fout du monde. Vous avez tous ces présentateurs qui depuis 1h30 s'échangent par des textos, par des coups de téléphone, par tous les moyens possibles de communication les résultats entre eux. J'ai gardé dans mon téléphone, je pourrais les montrer, le nombre de messages que j'ai reçus, extrêmement précis de tous les instituts de sondage, avec tous les résultats quasiment en temps réel. Bien, premier point. Donc, considérons qu'une partie de la population, parce que c'est son activité professionnelle, doit être dans cette situation privilégiée. Pourquoi pas? Ok. En revanche, quand vous me dites que si, à 18h, sur un blog, on annonce les résultats, on va fausser le scrutin, ça veut dire que vous avez une conception du citoyen qui n'est pas la même que la mienne. Parce que je ne pense pas que qui que ce soit peut rester connecté devant Internet, devant son ordinateur, en se disant « je vais attendre le Messie qui va me dire… » Mais bien sûr que si. Mais moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Bien sûr que si. Non, je pense que le vote, c'est un acte de conviction. Non, mais dans votre idéal, peut-être, mais admettez que sur les 44 millions d'électeurs, il puisse y en avoir quelques-uns qui aient cette démarche-là d'aller voter après 18 ans. Daniel, je vais vous poser une question. En 2002, c'est arrivé. PPDA a indiqué extrêmement tôt qu'il y avait une surprise. Oui. Les Guignols ont donné le résultat. On va voir les images. Élise Lucet, à 19h30, a dit qu'il y avait une surprise. C'était quoi la surprise? C'était Besancenot au deuxième tour. Ça a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne s'est rien passé? Pourquoi la commission n'a pas mis des amendes à tous ces médias? Je ne comprends pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Je suis d'accord avec Madame Dagneau dans la mesure où les bureaux de vote ferment à 20h. Je trouve que donner les résultats avant, c'est pas bien, quoi. Et d'ailleurs, on voit que les résultats que donne la RTBF, c'est des estimations, et ils se trompent pour Nicolas Sarkozy de quasiment 2 points. Et je me souviens qu'en 95, par exemple, on m'a raconté qu'entre les gens qui étaient au QG de Chirac, pendant une demi-heure ou une heure, on sans arrêt était sur le grill, parce qu'il y avait un moment où on leur disait Chirac est au 2e tour, à un moment on leur disait Balladur. Donc tant qu'on reste dans des estimations, moi je parle de chiffres sérieux. Je pense que tant que les bureaux de vote ne sont pas fermés, on donne pas le résultat. Et d'ailleurs c'est très bien que cette année l'outre-mer ait pu voter avant, parce qu'on les faisait voter une fois qu'on avait les résultats. C'était pas respectueux pour le citoyen. Pour reprendre un autre argument, à partir du moment où ces estimations, ce n'est pas des résultats, hein, c'est des estimations, peuvent être fausses, très fausses même. À partir du moment où elles sont accessibles facilement depuis la France sur des médias étrangers, qu'est-ce qui justifie que les médias français ne les donnent pas ? Alors, vous avez raison, il y a une contradiction entre ce qu'on peut dire, appeler la mondialisation de l'information, la circulation de l'information, et puis le fait que le scrutin se déroule sur un territoire et n'engage qu'une société. Mais bon, voilà, c'est une contradiction, ça n'empêche pas que je trouve... D'abord, vous dites que les gens votent par conviction, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Donc, dans le dernier... Sur cet autre argument, ils sont accessibles à l'étranger. Pourquoi les médias français ne les donnent pas ? Mais je n'ai pas cette conception intégriste de la liberté de l'information. À certains moments, je trouve qu'il y a un certain nombre de règles qui doivent favoriser l'exercice démocratique de la meilleure façon. Et voilà. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est aussi combien de gens, sachant qu'ils pouvaient avoir l'information sur Internet, ne l'ont pas pris. Parce que je pense que fondamentalement, si cette règle subsiste, c'est aussi parce que ça sert le spectacle. Moi, je suis resté devant ma télé et j'avais pas envie d'aller voir sur Internet. Je voulais attendre le moment. Et je sentais une tension monter. Et c'est extraordinairement jouissif. Ce qui se passe à ce moment-là, en plus, ça a été étudié. Il y a des molécules dans le cerveau qui sont libérées. Qui s'appellent les encéphalines. C'est de la morphine endogène. On étudie ça. Et c'est ce qui se passe quand on attend un cadeau. Quand on dit non pas les cadeaux avant minuit. Non, moi je suis sûr que c'est l'encéphaline qui a fait pression sur le CSA. J'ai des tuyaux. Il y a un blogueur. Alors, vous avez parlé des guignols tout à l'heure, Perrine. On n'a préparé que les guignols. C'était à 19h45, donc il restait un quart d'heure. 19h30 pour Élise Lucet, qui dit très clairement, on comprend très bien qu'une énorme surprise a eu lieu. C'est quoi l'énorme surprise? C'est pas une information, c'est une allusion, ça dit bien. Alors, les guignols. Les guignols, eux, le disaient clairement, enfin, donner le résultat de façon explicite, mais donc c'était seulement un quart d'heure avant la fin du premier tour. Bonsoir et bienvenue à cette grande soirée électorale. Ceux qui n'ont pas encore voté peuvent y aller. Il leur reste 15 minutes. Le Pen est au 2e tour. Les autres restent avec nous. Et alors, 5 ans plus tard, Bruno Gassio, qui est un des auteurs des Guignols, avoue dans l'émission de France 2, Un jour, une heure, la vraie raison de cet acte qui était quand même hors la loi. Vers 7h02, 7h05, on nous dit c'est sûr, il y est. Et là, donc, réunion, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? On n'a pas prévu le truc. Nous, on se réunit et on se dit très consciemment, on va annoncer le résultat avant pour voir si on peut faire invalider ce résultat. C'est vraiment un truc politique. On dit, c'est pas normal que l'extrême droite en France concourt pour diriger le pays. Et on va essayer. Vous nous dites qu'il reste 15 minutes, on sait jamais. On sait jamais. Donc l'intention délibérée de faire invalider l'élection. Vous n'étiez plus au CSA à l'époque, hein, vous êtes parti en 99. Votre réaction? C'est-à-dire, ce sont vraiment des journalistes qui se prennent pour Dieu. C'est pas un journaliste. C'est pas un journaliste. Ah bon, oui, non, bon, ça. Ben non, c'est de la satire, c'est des marionnettes. C'est des marionnettes, oui. Enfin, il se dit, journaliste. Oui. Le fait est que ça marche pas. Le fait est que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui regardent, peut-être. Alors, si quelqu'un sur TF1 faisait un truc pareil, mais enfin, faut pas imaginer ce genre de choses. Mais moi, si vous voulez, franchement, je comprends très bien, je respecte vos arguments, mais dans une société qui est la démocratie d'opinion dans laquelle on est, il y a une hypocrisie fabuleuse. On a droit à des sondages pendant environ 1 an sans arrêt. Depuis des semaines, nous avons 3 sondages par jour. Tous les jours, Ipsos a inventé le sondage à minuit. Et là, soudainement, on dit aux gens, ce qui est, pardonnez-moi là encore, une hypocrisie formidable, il va falloir que vous réfléchissiez 48 heures, les gars, hein, parce que quand même, ça fait
1 an en vérité qu'on vous martèle la tête en vous expliquant dans tous les médias que Ségolène Royal va affronter Nicolas Sarkozy au 2e tour, mais on n'en est pas sûr. Donc, 48 heures, vous réfléchissez et vraiment vous faites ce que vous voulez. Pensez-vous que dans une démocratie d'opinion organisée comme celle-là, il soit normal que les sondages s'arrêtent? Moi, je suis pour qu'ils s'arrêtent 8 jours plus tôt, par exemple. Qu'en pensez-vous? Faut savoir, vous êtes pour de l'information jusqu'à la dernière minute, mais moins de sondages? Non, je suis soit pour l'un. C'est extrêmement simple. Je fais 3 propositions qui sont extrêmement simples. Fermeture des bureaux de vote à la même heure dans tout le pays. Et dépouillement à la même heure des voix des dom-toms. Et l'histoire est terminée, simplement ils ne pourront pas faire les zouaves à 20h30. C'est ça leur problème, à 20h, pardon. C'est ça leur problème. Ce que disait tout à l'heure notre ami sur la société du spectacle, on aura les résultats à 22h30 et tout ira bien. On fait ça, c'est réglé. Non mais franchement, cet argument selon lequel c'est les chaînes de télévision pour les besoins du spectacle qui contribuent à maintenir cette règle du sacro-saint moment de 20h, vous paraît convaincant? Non, moi je pense que c'est pas pour les besoins du spectacle, parce que ça c'est votre interprétation. Moi je pense que ce délai de 48 heures, c'est un délai qui est donné à l'électeur de prendre un peu la mesure de tout ce qu'il a entendu et de fonder son vote en conscience. Grosso modo, c'est comme ça que je vois les choses. Et au moment où on n'est plus perturbé par les sondages, par les interventions des uns et des autres. C'est plutôt le moment très, effectivement, sacré où on réfléchit et où on va finalement prendre position. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris position justement dans les derniers jours ou même voire les dernières heures. Donc, il est trop court. Moi, j'étais très choqué. Le jeudi, la veille du scrutin, un membre de droit du Conseil constitutionnel a donné sa préférence. Il s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Il a dit « Je soutiens Nicolas Sarkozy ». Croyez-moi, ça, c'est beaucoup plus grave à mon sens, puisque le Conseil constitutionnel, je ne l'apprends à personne sur ce plateau, est l'arbitre des élections. C'est beaucoup plus grave qu'un pauvre blogueur qui a dit « Je vais donner les résultats à 18h ». Et ça, madame, ça s'est fait dans un silence royal. Ce dernier mot n'est pas une allusion à quoi que ce soit. Non. Une réponse sur ce point précis? Le Conseil constitutionnel, qu'a-t-il dit? Voilà, je pense que... Ils ont protesté. Non, ils n'ont pas protesté. Ils se sont protesté discrètement. Ils se sont émus. Même Chirac, qui est du Conseil constitutionnel, a manifesté un soutien beaucoup plus discret. Il est membre de droit. Pas encore. Non, c'est les anciens présidents. Les anciens. Très bien. Merci à tous trois d'avoir amorcé ce débat qui connaîtra les suites que l'on verra et évidemment dont on rendra compte. Alors, on a beaucoup parlé d'Internet pendant ce débat. Précisément, Chloé Delhomme, vous venez nous rendre compte des réactions de nos internautes à nos émissions précédentes. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce mois-ci, le forum était quand même très axé sur la campagne présidentielle, mais j'ai relevé des interventions qui portent sur les émissions et quelques questions qui vont avec. Donc je vais revenir d'abord sur l'émission du 1er avril, Airbus crash médiatique, où en fait vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que les médias n'avaient pas anticipé le cataclysme de l'A380. Vous aviez pour ce faire invité Thierry Santou, journaliste à France 3 Toulouse, Jean-François Knepper, délégué syndical Force ouvrière et coprésident du comité d'entreprise européen Airbus, et Pierre Candome, directeur de rédaction du magazine Air et Cosmos. Des internautes se sont étonnés de l'absence d'une des pistes en fait explicatives. Alors, Airbus a pour actionnaire Lagardère, qui lui-même détient une bonne partie de la presse écrite et la station Europe 1. Et pas un mot sur le possible verrouillage des titres détenus par Lagardère, pas un représentant d'un tel journal sur le plateau, pas une enquête de fait sur ce sujet. Vous vous contentez ici d'effleurer pudiquement un sujet qui aurait mérité que l'on s'y penche franchement. Alors effectivement, il y a eu une seule allusion au groupe Lagardère dans cette émission. Elle n'a pas eu lieu sur le plateau, mais vient un extrait de reportage. Paris, mardi 10 octobre. Louis Gallois, fraîchement nommé PDG d'Airbus, vient d'accorder une interview à la radio Europe 1. Ce sera la seule de la journée. Europe 1 appartient au groupe Lagardère et Lagardère est actionnaire de ADS, la maison mère d'Airbus. De là ma question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé du tout de Lagardère dans votre émission? À aucun moment une seule allusion. Il en a été question puisqu'on vient de voir l'extrait. Oui, non, mais l'information a été donnée. Bon, pourquoi on n'y a pas insisté? Parce qu'après enquête, il nous est apparu que ce n'était pas la principale raison du dysfonctionnement médiatique. Que la principale raison du dysfonctionnement autour de l'A380, c'était l'espèce de culte industriel à ce défi que représentait l'A380 et qui rendait les voix discordantes extrêmement difficiles. Donc voilà. Tout simplement. Bien sûr. Non, mais je me permettais on a fait une enquête, puis on a livré. D'accord. Parce qu'il y avait des internautes qui se demandaient si finalement il n'y avait pas des pressions ou si c'était à cause du contexte. Donc c'est pour ça. Des pressions?
Des pressions sur vous, comme toujours. Ils Oui, sont toujours très aucune inquiets. pression de Lagardère sur moi. Bon, je vais revenir sur une autre émission qui était l'8 et qui était sur la gare du Nord surenchère. Vous vous posiez des questions quant à un policier qui utilisait des gaz lacrymogènes à l'image. Ça, ce sont des agents de la RATP. Moi, il me semble avoir vu sur celui-là un écusson CRS. On va revoir cette image arrêtée de ce policier devant ce magasin de sport. Alors là, messieurs les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste. Là, je tenterai à dire que c'est RATP. De face, ici, avec les deux bandeaux, je tenterai à dire que c'est RATP. Vous n'êtes pas sûr? Ouais. Non, les spécialistes des... Mais on le voit qui fait demi-tour. Attendez, on le voit qui fait demi-tour et vous allez voir sur son bras gauche un écusson, à savoir maintenant quel est l'écusson qui est dessus. S'il est bleu, rouge ou pas. Là, voilà, alors, cet écusson. Attendez, j'ai 3 spécialistes des coups durs là sur le plateau. Il n'y en a pas un qui peut me dire si c'est un CRS ou un agent de la RATP? Moi, je suis très affirmatif, c'est un agent de la RATP. Voilà, alors c'est des CRS, un agent de la RATP, on ne sait pas très bien. Et cette absence de réponse sous-entendait que personne s'était renseigné en amont dans l'équipe. Donc ça a provoqué un poste assez agacé. Il serait bon que nos journalistes et reporters reçoivent quelques petits cours sur les différentes forces de l'ordre, sur leurs attributions et sur les secteurs où elles opèrent, afin d'éviter ensuite de raconter n'importe quoi. Et nous avons un internaute qui travaille à la SNCF, qui travaille dans un secteur concomitant, qui est venu sur le forum nous apporter les renseignements que l'émission n'a pas été en mesure de nous fournir. Donc je vais vous citer cet internaute qui nous explique qu'il ne s'agit ni d'un policier ni d'un agent de la RATP. La tenue que cet agent porte est celle de la SUGE, Surveillance Générale, la police ferroviaire. Il s'agit donc d'un agent de la SNCF. Et cet internaute complète, normalement, aucun agent de la RATP n'avait à intervenir à l'endroit précis des problèmes, car il s'agit d'une plateforme uniquement SNCF. D'ailleurs, nous avons un internaute qui nous a fait un joli arrêt sur écusson. Voilà. Et c'est ça que portait le monsieur. Et donc, en fait, ma question, c'est comment est-ce que ça se fait que personne n'a enquêté avant, quoi? Parce que ça fait pas très sérieux, quand même. Je sais. Nostra culpa. Voilà. Notre information était incomplète et je m'incline devant la bonne connaissance de nos internautes. Mais heureusement, maintenant, grâce à vous et grâce à eux, elle est complète. Bon, très bien. Voilà. Ce sera tout pour ce mois-ci. Merci Chloé. Arrêt sur image revient la semaine prochaine, dimanche 12h40. Au revoir à tous.